Le cyberespace, quand on en parle, quand on y pense, ce sont d'abord des films, ce sont des fictions. Ce sont des fictions qui ont commencé en 1983 avec le premier film qui raconte une histoire extraordinaire d'un jeune lycéen, David, qui, passionné d'informatique, va se brancher par erreur sur un ordinateur central. C'est en 1983, c'est le film War Games. Ce pauvre lycéen, involontairement, est à la limite de lancer une guerre thermonucléaire. Petit aparté, après avoir vu le film, le président américain de l'époque, Ronald Reagan, a demandé à ses services si cette fiction était possible, ce à quoi on lui a dit oui. Autre histoire, autre fiction. En 2015, nous avons le film Hacker qui est sorti. Cette fois, c'est à Hong Kong. Nous sommes loin des États-Unis. C'est la centrale nucléaire de Chaiwang qui a été hackée. Et que va-t-il se passer? Un logiciel malveillant? Vite, trouvez un hacker pour sauver la situation. Plus récemment, nous avons le film en 2017 qui est sorti sur The Circle, qui raconte comment toutes les entreprises ont fusionné, les Facebook, les Google, tout a fusionné en un grand système global où le principe est de partager toutes les données, où, si l'on cite exactement, les secrets sont des mensonges, la vie privée est un vol, et partager, c'est prendre soin. Nous sommes dans un monde où il faut absolument partager et où il n'y a plus de vie privée. Dernier cas de figure, dans 2016 sort le film sur l'affaire Snowden. Snowden, c'est de la réalité. Pourtant, présenté dans la présentation de ce film, il s'agit d'un drame, d'un thriller. Et c'est présenté de cette manière-là, alors qu'il s'agissait, comme l'a fait Edward Snowden, d'exposer, de démontrer à quel point la NSA était en train de collecter de manière cachée, discrète et abusive des informations privées. Le cyberespace, tel qu'il est présenté aujourd'hui, c'est essentiellement un monde de fiction. On a du mal à imaginer que ça puisse être de la réalité. Alors, cette cinématographie du cyberrisque est-elle la réalité? Est-on uniquement face à des histoires romanesques? N'y a-t-il pas un petit peu de vérité derrière tout ça? Eh bien, plus que de la vérité, eh bien, la réalité dépasse très largement la fiction, comme bien souvent. Citons quelques cas. Nous sommes, par exemple, en 2017, en Estonie. Le 27 avril 2017, un début d'émeute, d'incompréhension entre les anciens partisans de la Russie, du monde communiste, et l'Estonie qui se veut plus libre. Il y a le choix de vouloir enlever, défaire une ancienne statue. Cet événement qui est local, national, donne pourtant lieu à ce qui va être la première attaque massive au niveau national de tous les réseaux Internet d'un gouvernement, des banques et des médias d'un pays. C'est l'Estonie, nous sommes en 2017. D'autres cas qui vont être plus en lien a priori avec des luttes économiques et non plus étatiques. Il y a le cas de Stuxnet, le verre informatique qui a été découvert en 2010 et qui avait été conçu par la NSA en collaboration avec un organisme de manière à s'attaquer à des centrifugeuses iraniennes. Il s'agissait de ralentir le développement de l'expansion de la recherche de l'enrichissement d'uranium en Iran. Ce verre qui a été un verre informatique découvert et qui espionne et qui reprogramme les systèmes industriels, c'est un premier cas d'école d'espionnage de cyberattaque industrielle. D'autres cas existent. Prenons un cas français. Le fabricant Gemalto, qui fabrique des cartes SIM, il va accorder le fait que oui, entre 2010 et 2011, il y a vraisemblablement eu des attaques sophistiquées
contre certaines de ces cartes et que certaines ont été piratées et que probablement que des appareils diffusés dans plusieurs pays ont fait l'objet d'un chiffrement et ont été peut-être qu'il y a eu, grâce à ces clés de chiffrement qui ont été récupérées, possiblement il y a eu une surveillance généralisée et discrète de tous les téléphones mobiles proposés par cette entreprise. En mars 2015, autre histoire, plus proche de nous encore, c'est après les événements qui ont fait que plus de 126 millions d'Américains ont été exposés à de fausses informations sur Facebook, comme l'accorde et le reconnaît Mark Zuckerberg au moment de la campagne électorale américaine. En 2016, le responsable du service de l'ANSSI, Agence nationale de sécurité des services d'information en France, va regrouper l'équipe qui va porter le président Macron pour leur expliquer qu'une équipe de campagne électorale, c'est comme une PME temporaire. Il ajoute toutefois que s'il est impossible d'éviter les attaques en termes cyber, il est toutefois possible d'en limiter les effets. Il faut avoir une stratégie de lutte contre les cyberattaques. Aujourd'hui, les chiffres les plus récents continuent à être assez impressionnants, avec des annonces sur le nombre de cyberattaques journalières qui connaîtraient des pics jusqu'à 3000 attaques cyber par jour pour la NSA, avec parfois jusqu'à 80 000 attaques quotidiennes. Un nombre incroyable d'attaques. Il y a aujourd'hui 34% des ordinateurs du monde entier qui seraient potentiellement infectés par des virus. Nous sommes donc face à une situation où les cyberattaques dépassent largement les fictions auxquelles on s'attendait. Dans cette situation, quid de l'action à mener pour la suite? Donc, passons maintenant à l'échelle de Monsieur Tout-le-Monde. Une personne lambda, un utilisateur lambda. On arrête de se poser la question des cyberattaques pour des États, pour des industries, pour des grandes entreprises. Passons aux cyberattaques que peut connaître Monsieur Tout-le-Monde. En général, les utilisateurs sont surtout sensibles et ont très peur que l'on leur vole leurs coordonnées bancaires. Il y a une peur à acheter sur Internet et il y a une peur à se voir voler sa carte de crédit et à se voir voler surtout les codes d'accès pour acheter sur Internet avec sa carte de crédit. Mais au-delà de cette peur centrée sur les aspects financiers, il y a bien d'autres atteintes et attaques que peut subir Monsieur Tout-le-Monde. Le cybercrime, c'est-à-dire le crime assisté par ordinateur, c'est-à-dire tout délit qui est réalisable via l'informatique et les technologies de l'Internet, tous ces crimes, ces cybercrimes, peuvent être regroupés autour de trois grandes manières d'agir. La première, c'est de faire une cyberattaque par la force. C'est quand il y a une intrusion dans le système et quand le cybercriminel va casser les barrières de sécurité. D'où l'intérêt d'avoir un antivirus pour éviter ce genre de situation. Deuxième situation, c'est la fraude. Il y a usurpation des paramètres de connexion et à partir de là, on peut prendre votre identité. Troisième possibilité, c'est le leurre des personnes, des systèmes, quand on va détourner le mode de fonctionnement normal de votre outil, que ce soit un téléphone portable, que ce soit votre ordinateur, que ce soit votre lampe connectée, etc. Ces atteintes aux personnes sont décrites autour de plusieurs grandes atteintes possibles qui sont, selon Solange Guernoati, la diffusion de contenu offensif, des virus, de la pornographie, des scènes de violence à laquelle vous allez être obligé d'être confronté, de l'incitation à la haine raciale, la diffusion de propagande à caractère raciste ou xénophobe, la diffamation, l'intimidation, le chantage, le harcèlement, les injures. Il peut y avoir aussi de la mise à mal de vos données à caractère personnel, de vie privée et d'intimité. Cinquièmement, la prise de contrôle de l'ordinateur par le cyberattaquant. Le vol ou la destruction de vos valeurs, de ressources, quelles qu'elles soient, même sur Second Life. 7. Vous pouvez être victime d'escroqueries, de fraudes, d'abus de tout genre. 8.
vous pouvez faire l'objet de détournement des capacités informatiques avec du vol de temps de processeur de votre machine. Et 9, il y a les atteintes au secret professionnel, les atteintes à la réputation, les atteintes à l'image de la personne. Alors comme vous le voyez, au sein de ces tentatives, il n'y en a qu'une auquel on pense être correctement protégée, c'est celles qui sont en lien avec l'usurpation, celles qui sont en lien avec les tentatives de phishing, tout ce qu'on appelle le hameçonnage. Quand on essaye de nous tromper en nous faisant croire que l'on est une entité de confiance, un ami qui vous écrit pour vous dire « Au secours, j'ai un problème, je suis en vacances à tel endroit, j'ai perdu ma carte bleue, je n'ai plus d'argent, il faut vite que tu m'envoies quelque chose. » C'est aussi quand vous recevez un email qui va vous proposer d'être remboursé. Les impôts se seraient trompés et vous aurez pris un peu trop d'argent, ils vous proposent de vous les rendre, mais il faut vous leur donner les coordonnées bancaires. Ou éventuellement quand on vous annonce que vous avez gagné un magnifique lot de quelque chose et que l'on vous propose d'aller de nouveau sur un site. Alors évidemment, on pense que nous ne sommes pas crédules, nous sommes suffisamment intelligents, nous voyons les fautes d'orthographe qu'il y a dans ces emails qui sont mal faits. Nous nous rendons bien compte que ce n'est pas possible. Pour autant, si aujourd'hui on ne se fait pas prendre au jeu, si aujourd'hui on est suffisamment malin pour comprendre que c'est une attaque, que c'est du phishing, eh bien peut-être que demain nous nous laisserons abuser. Peut-être que quelqu'un d'autre à un autre moment est en train de se laisser abuser. Et c'est pour ça finalement que les tentatives de phishing, ce que l'on appelle l'ingénierie sociale, est ce qui fonctionne pratiquement le mieux vis-à-vis de Monsieur Tout-le-Monde. D'autres données, d'autres éléments, d'autres attaques plutôt, peuvent être aussi très ennuyeuses. Il s'agit des attaques de l'usurpation d'informations personnelles. Vous vous dites, je ne suis personne. Je ne suis pas un grand espion, je ne suis pas un grand inventeur, je ne suis pas le PDG d'une multinationale. Qui aurait besoin d'aller voler mes coordonnées? Qui aurait besoin d'aller voler mon identité? Eh bien, quelqu'un qui a l'intention de commettre un délit et qui cherche à se cacher derrière un autre nom, quel qu'il soit, peut-être le vôtre, peut-être le mien. Donc, attention, ce n'est pas parce que je pense être monsieur ou madame tout le monde que je suis à l'abri de ces cyberattaques. Il faut bien comprendre que nous sommes tous, comme Candide de Voltaire, nous sommes chassés du paradis terrestre et obligés aujourd'hui de vivre dans un monde qui serait ce cyberespace, ce cyberterre, cette cyberphalie du pauvre Candide. Heureusement, nous pouvons réagir et comme vous le verrez sur les sites qui sont proposés, il y a des moyens quand nous repérons des sites un petit peu trop aguichants, trop intéressants, des sites de ce type-là, d'aller les dénoncer et entre autres, via le système Pharos ou sur le site de signal.spam. Ainsi, si l'on reprend de manière un peu rapide l'ensemble de ces attaques dont on peut être victime, il faut se dire que finalement, les trois qui vont le plus nous interpeller en tant qu'utilisateur final, c'est le phishing avec les emails contrefaits, c'est tout ce qui est en lien avec l'utilisation du téléphone mobile. Nous sommes devenus des mobinautes, nous ne pouvons plus nous passer de nos téléphones portables qui sont soi-disant intelligents. Certains cherchent des siliphones pour être sûrs d'être protégés. Et le dernier point, c'est les IoT. C'est l'Internet of Things, qu'on appelle aussi l'Internet des menaces, Internet of Threat, parce que tous ces objets connectés que vous avez à la maison, que ce soit l'enceinte Google Home qui vous écoute, que ce soit la lampe connectée, que ce soit votre réveil, votre matelas, votre frigidaire, tous ces objets connectés sont très facilement attaquables parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas suffisamment protégés des cyberattaques. Alors, évidemment, nous restons optimistes. Heureusement, nous sommes des candides. Nous pensons que cela ne nous arrivera pas. Nous sommes persuadés que ce n'est pas pour nous. Nous pensons que nous allons pouvoir nous en sortir. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, presque 8 Français sur 10
continuent d'être persuadés qu'ils n'ont pas vraiment besoin de protéger leurs données personnelles. Ils ne passent toujours pas à l'acte, ils savent que c'est nécessaire, mais ils n'agissent pas. Cette désinvolture que nous avons tous va pourtant être dangereuse pour nous en tant qu'utilisateurs final, mais aussi quand nous représentons une organisation, quand nous travaillons au sein de l'entreprise, au sein de chez notre employeur. Et c'est comme ça qu'en 2016, il y a un déni du sujet des cyberrisques, que ce soit individuel ou collectif au niveau des entreprises, puisque seulement en 2016, Cyberrisk Service de Deloitte France renotait que seulement 7% des organisations, qu'elles soient entreprises, industries ou institutions, considéraient le sujet cyber comme prioritaire. Alors que dans le même temps, elles sont pratiquement à 6 sur 10 à s'engager dans des stratégies de transformation digitale. Elles s'engagent dans la transformation digitale, mais elles ne mettent pas en œuvre de stratégie de cybersécurité. Alors les problèmes cyber, c'est normal, après tout. C'est peut-être simplement le problème des spécialistes. Et puisque nous sommes optimistes, c'est plutôt que le spécialiste, le responsable de l'informatique, qu'un espèce d'affreux pessimiste qui s'imagine que forcément tout va mal. Eh bien, comme nous l'avons vu à plusieurs exemples, à travers les cas qu'il y a, si c'est une affaire de spécialistes, nous sommes au sein de l'organisation qui est concernée. Et même si l'on pense que l'on n'y comprend pas grand-chose, il y a quand même quelques règles d'hygiène numérique que nous sommes tous en capacité de mettre en œuvre de manière à éviter qu'il y ait une cyberattaque de l'organisation dans laquelle nous travaillons.